Saviez-vous que la sardine est l'une des protéines animales les plus durables? Pointe de Panmard ne se contente pas de produire de délicieuses conserves de poissons. Elle allie plaisir gustatif, préservation des ressources marines et respect des pêcheurs. L'histoire commence dans les criées bretonnes où chaque sardine est sélectionnée avec soin. Des poissons d'une fraîcheur exceptionnelle débarqués à quelques milles des côtes bretonnes, avec un impact carbone minimal. Il est même possible de tracer chaque boîte de sardines jusqu'au bateau qui l'a pêché. Comment combiner qualité, durabilité, éthique et innovation pour offrir des produits d'exception? Dans ce nouvel épisode de Nut Talk, Sandra Chaffron et Jean-François Feuillet partagent leurs secrets sur les piliers de la pêche responsable, les méthodes de pêche vertueuses et leurs impacts. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Eh ben pour commencer, Jean-François et Sandra, est-ce que vous pouvez vous présenter et après on parlera un petit peu plus en détail de Pointe de Pamar. Je t'en prie, Sandra, commence. Alors, moi, c'est Sandra Chaffron, donc je suis responsable marketing de la marque Pointe de Pama. Euh, donc, mon parcours, eh bien, c'est formation école de commerce, et puis après, j'ai intégré une société en agroalimentaire, mais plus en plat cuisiné viande, la société Larzul. Et puis après, j'ai continué mon parcours professionnel en agence de com chez Publicis. Et je suis arrivée après chez Pointe de Pamar, donc j'y suis depuis 2006. Donc, en ce qui me concerne, Jean-François Fayet, moi je suis directeur qualité, sécurité, environnement et RSE de Pointe de Pamar. Moi j'interviens dans l'agroalimentaire depuis une trentaine d'années, avec une formation d'ingénieur agroalimentaire à la base. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le poisson, les produits de la mer. Alors il y a les poissons d'élevage et aujourd'hui c'est plutôt les poissons sauvages. Alors, chers auditeurs, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais aujourd'hui on va parler de la pêche responsable. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, j'aimerais vraiment savoir pourquoi vous vous êtes intéressé au sujet de l'alimentation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé là-dessus? Sandra, je t'en prie. Alors moi, c'est vrai que mon parcours professionnel est vraiment dans l'alimentation depuis le départ. Et sans doute parce que, avant tout, pour moi, l'alimentation, c'est un plaisir, tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'anime effectivement. C'est aussi lié à l'éducation, hein. Mon père était marin-pêcheur et j'ai toujours à la maison mangé beaucoup de poissons, mangé équilibré. C'était vraiment quelque chose qui était qui animait mes parents, le bien manger. Mes grands-parents étaient agriculteurs, donc on mangeait aussi les produits de la ferme en circuit très court, évidemment. Donc je pense que ça fait partie de mon ADN et que ça aurait été euh, enfin, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est en moi et que j'apprécie, j'aime bien manger et donc assez naturellement, je suis attirée par ça effectivement. Donc, et puis aujourd'hui, se sont rajoutés à à ces envies-là la notion de respect de la planète qui viennent du coup enrichir les contenus que l'on peut apporter, que l'on a envie d'apporter à notre marque. Toute la partie environnementale et le manger sainement aussi. Voilà, donc plusieurs critères. Mais au départ, c'est vraiment le plaisir de l'alimentation. Et toi, Jean-François, tu as commencé du coup par une formation d'agro, tu as dit d'agronome? Agroalimentaire, oui, en fait, moi j'ai plutôt une sensibilité sur les matières scientifiques et beaucoup plus sur le domaine du vivant, la biologique pour des sciences dures comme les mathématiques ou la physique ou voire la chimie. Donc un intérêt pour le vivant et puis un vrai intérêt pour le produit. Moi j'ai démarré un parcours assez rapidement en qualité où on parle beaucoup de normes, de certification, d'assurance qualité, mais on ne parle pas que de système, on parle aussi beaucoup de produits dans l'agroalimentaire, peut-être contrairement à d'autres domaines. Donc je rejoindrai Sandra en disant que moi j'aime beaucoup la nourriture et sa variété, beaucoup de poissons évidemment. Aujourd'hui en plus, on sent bien que l'aliment est au cœur des préoccupations du quotidien.
avec beaucoup d'enjeux importants, que ce soit ceux de la transition écologique, de la décarbonation, des risques en matière de sécurité des consommateurs aussi. Voilà, c'est un domaine qui est passionnant et quels que soient les produits sur lesquels j'ai travaillé, on retrouve à chaque fois des sujets très intéressants. Et puis souvent, on est sur des produits qui ont des démarches un peu filières. La transformation est associée à l'amont, que ce soit la pêche, l'agriculture, et il y a vraiment des produits qui sont en lien avec la culture, le territoire et l'histoire depuis des milliers d'années. Donc voilà, des produits très intéressants dans l'ensemble. J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Ouais, et effectivement, il y a beaucoup de sujets là-dessus. On va d'ailleurs rentrer tout de suite dans le sujet. Comment Pointe de Penmar définit la pêche durable? Alors déjà, on peut peut-être expliquer c'est quoi la pêche durable et ensuite comment Pointe de Penmar la définit de son propre, on va dire, sa propre définition, elle. Alors, la pêche durable, il y a plusieurs façons de l'aborder. En général, on l'associe à la problématique de la ressource et de la disponibilité du poisson que l'on cible. Mais quand on parle de durabilité, on peut aussi se préoccuper des conditions de travail à bord sur les bateaux. On peut s'intéresser à euh, aussi la qualité du produit ou la transparence qu'on peut avoir vis-à-vis des consommateurs, hein. Ce sont des domaines qui se rejoignent un peu. Et on a aujourd'hui un certain nombre de démarches, y compris de démarches certifiées, qui se revendiquent comme durables, mais qui ne traitent que d'un sujet qui est le sujet, on va dire, environnemental et qui est celui de la ressource, éventuellement des impacts sur les habitats. Euh, mais il y a plusieurs études qui ont montré, à la fois en France, le pôle agrocampus de l'Ouest, qui est rattaché à l'école agronomique de Rennes, par exemple, a travaillé sur des critères de durabilité. Il ne se limite pas effectivement simplement aux aspects environnementaux, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, là, au niveau de Pointe de Pamar, on a pris quelques partis pris de se focaliser sur plusieurs aspects. Le premier étant évidemment celui de la ressource. Euh, mais on a considéré aussi qu'on ne pouvait pas se positionner et afficher une démarche durable si on n'offrait pas aussi des poissons de qualité à nos consommateurs. Et donc, des critères qualité sont intégrés dans le cadre de notre sélection de poissons et de fournisseurs. De la même manière, la dimension sociale est importante. On sait que dans le domaine de la pêche, alors c'est peut-être moins le cas dans le cas de la pêche à proximité de nos côtes, sur des bateaux avec des pavillons français couverts par la réglementation européenne. Mais dans le domaine de la pêche, et si on s'éloigne un peu, notamment si on va vers l'Asie, on sait qu'il y a des conditions de vie à bord qui sont extrêmement difficiles, voire critiquées par des ONG qui ont évoqué des problématiques d'esclavagisme, voire des personnes qui étaient tout simplement jetées par-dessus bord. Donc on ne peut pas ignorer ce sujet-là quand on parle de pêche durable. Et avec un monde aussi au niveau de la pêche qui parfois est un peu opaque, et on pense qu'il y a besoin de mettre plus de transparence. Les consommateurs aujourd'hui qui se posent des questions sur l'origine de leur matière première et la façon dont elle a été obtenue. Et donc nous, on souhaite au niveau de Pointe de Pamar assurer justement cette transparence vers le consommateur. Donc notre démarche pêche responsable s'appuie sur ces quatre piliers, hein, que sont la qualité, la ressource, le social et puis la transparence. Et
c'est vrai que cette démarche pêche responsable, elle concerne aujourd'hui quelques marques. Et chez Pointe de Pamar, on a souhaité aller un petit peu plus loin encore. Et dans la mesure où c'est possible, n'emboîter que le poisson frais. C'est pas toujours possible parce que la ressource ne le permet pas, mais notamment nos sardines entières, notre thon blanc, notre maquereau sont des poissons aujourd'hui que l'on emboîte frais. Et puis également, on essaie de privilégier, et c'est le cas pour la majorité des poissons qu'on emboîte, en tout cas sardines entières et thon blanc, débarquer sous les criées bretonnes. Euh, donc Je pourrais, sur toute la côte Bretagne, en fait, voilà. je pourrais compléter sur un sujet par rapport à notre démarche, un sujet qui a fait l'actualité ces jours-ci. On a parlé de problématiques de mercure dans le thon. Alors, sans vouloir polémiquer sur l'étude publiée et sur la qualité des résultats qui, de notre point de vue, sont très critiquables, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à travers notamment nos démarches pêche responsable, on prend en compte ces aspects de sécurité du consommateur. Ils sont intégrés dans le pilier qualité et donc on réalise très régulièrement des analyses de contaminants comme le mercure et on peut affirmer que les produits fabriqués et commercialisés par Pointe de Pemar respectent totalement la réglementation européenne qui, elle, est basée sur les positions des institutions sanitaires. Donc, ce sont des produits qui sont sans danger, contrairement à certaines affirmations qu'on a pu voir récemment dans la presse. Du coup, tu as parlé des 4 piliers, la qualité, les ressources, le social et la transparence. On va essayer un petit peu de les décortiquer un à un. On va commencer un peu par la qualité. Quelles pratiques concrètes vous mettez en place pour assurer déjà d'abord la qualité du produit? Alors, on a plusieurs choses. On peut parler de la sardine, par exemple. On a la fraîcheur du poisson, qui est garantie dans les produits qu'on va mettre en boîte pour Pointe de Pamar, notamment avec l'utilisation de poissons frais en l'occurrence. On n'utilise pas de poissons congelés, puis on s'assure, notre usine est située à proximité des zones de débarquement, donc le poisson est débarqué sur le port de Douarnenez par exemple le matin, vers 6 heures du matin, et à 8 heures il est à l'usine, et à 10 heures il est en boîte. Donc on arrive à garantir vraiment une fraîcheur de poissons. Donc ça rentre dans nos critères. De la même manière, on travaille sur la sardine uniquement pendant la saison où la sardine est la plus grasse. Donc on a notre laboratoire interne qui fait des analyses à réception pour s'assurer qu'on va garantir une qualité optimale associée à la matière grasse. On sait que pendant l'hiver, la sardine est beaucoup moins grasse et donc d'un point de vue organoleptique est de moins bonne qualité. Donc on s'est interdit de la pêcher ou de l'acheter à ce moment-là. On a deux exemples sur sur la sardine où le critère qualité est pris en compte. Et j'évoquais, donc il y a cet aspect un peu organoleptique, hein, la fraîcheur, forcément, elle a un lien avec le goût du produit fini. Et j'évoquais aussi la problématique des contaminants éventuels qu'on prend en compte dans le respect de la sécurité de nos consommateurs, avec à la fois des bonnes pratiques, mais aussi avec des contrôles analytiques importants. Sandra, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ben en fait, je dirais que c'est vrai que nous, notre souhait, c'est de vraiment sublimer le poisson pour le rendre bon pour nos consommateurs. Et la qualité, effectivement, doit être irréprochable. Et quand la qualité du poisson à la débarque et à la réception à l'usine est irréprochable, comme l'a expliqué Jean-François, avec tous les tests qui sont faits pour s'en assurer, nous, on est garanti d'avoir derrière un produit de très bonne qualité. Donc, effectivement, la qualité, c'est un point crucial pour avoir un bon produit. Et Jean-François parlait par exemple du taux de matière grasse. C'est vrai que c'est important d'un point de vue organoleptique, mais également sur la saveur du poisson. Sa texture va pas du tout être la même. Il y a un vrai plaisir. Je reviens à la notion de plaisir, mais c'est vrai que c'est la qualité d'un poisson au départ va donner vraiment un produit plaisir et bon. Donc, dans cette notion de qualité, il y a aussi le goût du produit et le plaisir qui est donné au conso
Donc c'est vraiment un critère important, un pilier important, ouais. Pour garantir cette qualité, comment est-ce que vous sélectionnez vos bateaux partenaires qui pratiquent la pêche responsable? Bon, alors c'est assez simple, hein. Enfin, si je reste sur la sardine, on travaille avec un peu plus de 20 bolacheurs, qui sont des petits bateaux qui font une quinzaine de mètres, sur lesquels il y a trois quatre personnes à bord, donc qui travaillent à proximité des côtes, hein. Donc on travaille un peu avec tout le monde, les bateaux sont à peu près les mêmes, mais on va plutôt vérifier chacun des lots livrés. On a des acheteurs qui sont sur les quais et qui, au moment du débarquement, vérifient la qualité du poisson avant de décider de l'envoyer à l'usine. Hein, donc dans l'ensemble, on travaille avec tout le monde, mais on fait plutôt une sélection au cas par cas, en l'occurrence sur la sardine. Après, si on devait avoir sur d'autres espèces, je pense par exemple au thon vermont, des problèmes de fraîcheur avec tel ou tel bateau, ben on peut ou s'arrêter ou échanger avec eux pour essayer d'améliorer leur pratique, hein. C'est des choses qui arrivent dans le quotidien, dans la mesure où on est présent sur les quais et dans la mesure où on fait aussi des contrôles réguliers et systématiques à réception. C'est quoi vos zones de pêche? Alors, ça dépend un peu des espèces, hein, mais on est principalement dans ce qu'on appelle au niveau de la pêche dans l'Atlantique Nord-Est, mais qui est une zone assez vaste, hein, puisqu'elle va du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Islande. Mais les bateaux qui pêchent la sardine, ils vont à quelques milles des côtes simplement, hein. On peut les voir de la terre, tellement ils sont à Oui, oui, proximité. là en ce moment, ils sont tous les soirs au large des Glénans et on les voit de la terre, effectivement, on voit les feux allumés, ils sont vraiment à proximité, ouais. Voilà, Mm. le germon, par contre, c'est un poisson un peu plus migrateur. On va le chercher plutôt sur la zone, alors ça peut être dans le sud, selon la période, dans le golfe de Gascogne, mais entre l'Espagne et puis Douarnenez. Mais ça peut être aussi du côté de l'Irlande ou de l'Écosse, hein, selon la période. De la même manière, le maquereau, il s'empêche nettement moins à proximité des côtes bretonnes. Et aujourd'hui, on est approvisionné par des bateaux qui vont plutôt pêcher en mer d'Écosse, mer d'Irlande. Voilà, c'est vraiment lié aux espèces et à leur migration et leur localisation. Donc votre zone de pêche, c'est vraiment vous garantissez que ce soit pêché en Atlantique Nord vraiment exclusivement. Chez Pointe de Pamar, on emboîte pour le thon que du thon blanc, donc le germon. Et du coup, effectivement, on a la ressource au large des côtes de Bretagne, ouais. La sardine aussi, bien sûr, et le maquereau, comme le disait Jean-François, c'est plutôt débarqué Écosse-Irlande. Mais Voilà, on a du après, foie de on morue a, aussi qui vient d'Islande. voilà. Donc on est Après, toujours dans les mêmes zones. on a quelques espèces, notamment le foie de morue, que l'on fait emboîter. Donc, on l'emboîte pas nous-mêmes, pour le coup, on sous-traite, parce qu'on considère qu'on ne sait pas le faire correctement, tout simplement, et que le produit sera bien meilleur traité par des spécialistes. Et en l'occurrence, il est emboîté en Islande parce qu'ils ont la capacité de travailler le poisson et de retirer le foie d'une manière, ce qui demande un savoir-faire qu'ils maîtrisent très très bien. Et ça permet de l'emboîter frais. Donc là-dessus, on a une garantie on revient à la qualité, mais pour le coup, c'est primordial. Et donc, voilà, donc là, le foie de morue, c'est Islande, mais sinon, effectivement, c'est Bretagne. Mm. Quelle importance vous accordez aux techniques de pêche? Ah, bah alors ça fait partie des critères qui sont pris en compte dans le deuxième pilier de notre démarche pêche responsable, hein, sur la ressource, où là, effectivement, on va s'assurer du choix de la méthode de pêche en conformité avec les avis scientifiques sur les impacts potentiels de cette méthode de pêche. Il peut y avoir sur une même espèce différentes méthodes. Donc on va choisir les plus vertueuses. Et puis on peut aussi s'interdire même de travailler certaines espèces parce qu'elles sont disponibles uniquement avec des méthodes de pêche dont on considère au travers de nos critères qu'ils ne sont pas responsables. Je prendrai l'exemple de la pêche au chalut de fond. On a pu à un moment donné avoir envie de développer des produits comme le merlu ou d'autres espèces, mais c'est la seule méthode de pêche aujourd'hui disponible qui permettent d'avoir des quantités, on va dire, industrielles. Et donc, on n'a pas pu
travaillé et intégré On a sous produit arrêté parce Maragal. que on l'a Voilà. travaillé le merlu à une période où effectivement on avait la garantie de la pêche responsable. On ne l'a plus eu, donc c'est un produit qu'on a arrêté de notre gamme. Et si je reviens à la pêche à la bolinche, donc qui est une scène tournante qui est utilisée pour la sardine à proximité de nos côtes justement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus vertueux. On n'a quasiment pas de prise accessoire, on n'a aucun impact sur les habitats. Et en plus de ça, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'impact carbone, hein, qui est vraiment un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Euh, c'est des choses qu'on regarde d'assez près. Il y a des écarts assez importants selon les méthodes de pêche dans la consommation de carburant qui va jouer sur l'impact carbone. Et la pêche à la bolinche, en l'occurrence, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Parmi les protéines animales, euh, la sardine est celle qui a l'impact carbone le plus bas. Si on compare à tous les animaux terrestres d'élevage, voire à la plupart des autres poissons, qu'ils soient d'élevage ou de pêche, qui demandent la consommation de beaucoup de carburant, parce qu'ils vont plus loin, parce que les bateaux sont plus énergivores. On a la chance d'avoir un produit qui est extrêmement vertueux sur les aspects aussi environnementaux, que ce soit en termes de méthode de pêche, mais aussi impact carbone. Tu as parlé de la pêche à la bolinche. Est-ce que c'est possible d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les Oui, auditeurs alors qui... c'est un bateau qui, donc comme je disais, que c'est un petit bateau hein, d'une quinzaine de mètres, qui lance, quand il repère un banc, on fait ça avec des méthodes assez modernes, hein, avec des sonars, et les bateaux ont une vision assez précise des stocks qui sont sous l'eau. Ils peuvent d'ailleurs faire la différence entre un stock d'anchois ou un stock de sardines. Et donc, quand ils ont repéré un banc et qu'ils sont à proximité de ce banc, ils vont lancer un filet à la mer, et puis le bateau va faire un cercle pour encercler finalement le banc, et petit à petit va refermer le filet avec la sardine à l'intérieur. Et une fois que la sardine est piégée à l'intérieur de ce filet, on utilise une sorte d'épuisette, hein, qu'on appelle une salabarde, qui va permettre de sortir le poisson de l'eau petit à petit et le verser dans des cales du bateau, dans de l'eau glacée, pour permettre justement sa bonne conservation jusqu'à ce qu'il soit débarqué à terre. Donc les bateaux, ils vont pêcher la nuit ou très tôt le matin, C'est c'est la ça? nuit, par peu soir. Alors, en fait, la sardine, elle a tendance à remonter du fond marin en moment de la tombée de la nuit, et puis même chose le matin au lever du jour. Donc, où ils vont arriver à pêcher tout de suite en sortant, au début de la nuit, et puis ils reviennent assez tôt au port, quitte à repartir derrière, où ils vont chercher un peu toute la nuit le poisson et finalement le trouver au petit matin et redébarquer le matin à Douarnenez, par exemple. C'est quoi les impacts de cette pêche sur les écosystèmes locaux? J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas ou peu, ou quasiment pas. Dans la mesure où il n'y a pas de... C'est là que les différentes méthodes de pêche ont des impacts un peu différents. Le filet ne touche pas le fond du tout. Donc le seul impact qu'on peut avoir, il est sur d'éventuelles prises accessoires, c'est-à-dire des poissons qui vont se retrouver mélangés avec la sardine. Il n'y a pas d'espèces dites d'intérêt particulier qui sont capturées. On peut avoir occasionnellement euh, un thon rouge ou un dauphin, mais à ce moment-là, le pêcheur, il rouvre son filet et le poisson s'en va. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne peut pas le ramener dans son filet. Et après, il y a des petits Et le poissons. poisson est encore vivant quand il le relâche, puisque Le poisson est vivant, il est toujours quand dans on l'eau. voit en fait la sardine qui remonte de la bolinche et qui est attrapée par la salabarde, on voit le poisson qui saute dans tous les sens, il est vraiment bien vivant, pas du tout étouffé. Donc s'il y a une prise accessoire, c'est pareil en fait, et le poisson est Voilà. remis vivant à l'eau. Voilà, pour ce qui est des espèces d'intérêt et des poissons de ce type, après on va voir, mais en général en petite quantité, on peut avoir quelques anchois, quelques maquereaux, mais c'est marginal et ce sont des espèces qui ne sont pas en danger, donc il y a pas d'impact réel sur l'environnement. Et comment l'entreprise, elle gère les quotas au niveau des saisons de pêche pour éviter un peu cette surexploitation des ressources? Alors, c'est pas l'entreprise qui gère les quotas, déjà, c'est les pêcheurs. Qui respectent une réglementation qui en Europe est très contrôlée, hein. De toute façon, il y a des espèces
qui sont soumises à quota et d'autres non. Donc sur le thon germont, vous avez un quota, sur le maquereau, vous avez un quota, sur la sardine, vous n'avez pas de quota. Euh, Par contre, nous, ce qu'on évite, c'est d'acheter du poisson pendant les périodes de reproduction, par exemple. Et quand on démarre la saison de la sardine, qui est plutôt mois de juin, la période de ponte qui se déroule fin avril, début mai, a déjà eu lieu. Donc, voilà, le poisson, non seulement il remplit ses critères qualitatifs en termes de matière grasse, mais en même temps, on le prélève au niveau du renouvellement de l'espèce. Comment est-ce que, avec le changement climatique, comment est-ce que vous arrivez à vous adapter, notamment, bah, comme tu viens de le dire, là, au niveau des populations de poissons? Est-ce qu'il y a un déclin? Est-ce qu'il y a des déplacements des poissons? Ou au contraire, est-ce que à ce niveau-là, il n'y a pas encore vraiment d'effet qu'on voit aujourd'hui? Alors, on observe des impacts. euh, Potentiellement, ils sont de deux types. Ces impacts, on va les voir, et ça, c'est bon, c'est l'IFREMER qui travaille dessus, et aujourd'hui, c'est à peu près démontré que le changement climatique a modifié le zooplancton dont se nourrit la sardine, et a un impact assez significatif sur la croissance des sardines, qui aujourd'hui sont nettement plus petites en taille qu'il y a 10 ans et nettement moins grasses. On a atteigné il y a 10 ans des taux de matière grasse de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, on est au maximum plutôt à 12%. Et les tailles sont nettement plus petites. On est arrivé il y a quelques années à produire des filets de sardines en quantité importante localement à partir de la sardine locale. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile d'avoir des sardines de grande taille qui permettent justement de faire des filets de sardines. Donc ça, on le mesure clairement. Donc ça, c'est les impacts directement sur le poisson. Au niveau du stock, là, on a plus de mal à se positionner, enfin nous et surtout les scientifiques. Euh, on a des années qui sont plus ou moins bonnes. On est sur des espèces, alors comme la sardine, qui se renouvellent rapidement, qui sont très sensibles à l'environnement. Donc aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas capables de dire si le changement climatique a un effet ou pas sur une espèce comme la sardine. En termes de stock. Euh, il semblerait qu'il y ait certaines espèces pour lesquelles le changement climatique et l'augmentation des températures soient plutôt favorables, d'autres non, mais ça reste encore assez flou et à l'étude par les scientifiques. Et puis ça dépend des zones aussi, hein. On peut avoir des comportements différents en Méditerranée ou en Atlantique. En Méditerranée, on n'achète pas en Méditerranée, mais on sait qu'il y a aussi des sardines dont les tailles ont beaucoup diminué ces dernières années, sans commune mesure avec ce qu'on a d'ailleurs sur les côtes bretonnes, elles sont beaucoup, beaucoup plus petites. Au niveau du social, tu as parlé à un moment des conditions de vie. Oui, Euh, Qu'est-ce que Pointe de Pamar a mis en place pour ce pilier-là? alors on va dire au niveau Pointe de Pin-Mars, on va dire qu'au niveau de la France, on n'a pas d'inquiétude particulière sur la façon dont les marins sont traités. Ils sont payés. Il y a des conditions de sécurité à bord qui sont vérifiées par les autorités. C'est généralement le cas en Europe. Là, on va être vigilant, c'est dès qu'on sort un peu du pays, c'est on s'assure, en fait, par exemple en Islande, mais on sait qu'il n'y a pas de souci non plus. Pointe de Pamar a assez peu de produits venant de pays lointains, d'Asie, il n'y en a pas. Peut-être qu'un jour il y aura, hein. Mais donc on, on tient compte du risque potentiel lié au pavillon du bateau, à ce que les règles élémentaires en matière de sécurité et de respect des droits de l'homme soient assurées ou pas. Et si il devait y avoir un risque lié au pavillon, par exemple, si un jour Pointe de Bavard décide d'intégrer dans sa gamme du thon albacore qui viendrait d'Afrique, hein, avec un pavillon d'un pays, que ce soit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, on aurait besoin de s'assurer par des audits au niveau des bateaux qu'un certain nombre de conditions sont respectées. Bon, aujourd'hui, Pointe de Pamar y est assez peu confronté, mais ça fait partie néanmoins des critères qu'on a mis en place. Donc on s'assure bien à chaque réception, quel que soit le produit, quelle est la nature du pavillon, et si le pavillon de ce bateau associé à son pays peut présenter un risque particulier pour le non-respect des droits de l'homme et de la santé et sécurité des marins.
Au niveau des prix, est-ce que vous négociez, je vais pas dire fortement, mais est-ce que vous négociez vos prix avec les pêcheurs ou c'est les pêcheurs ou non, enfin vous, au contraire, c'est vous savez ce que les pêcheurs ont besoin pour vivre et vous essayez pas de négocier vraiment fortement là-dessus? Ah, alors, il y a toujours une discussion sur les prix, forcément. Par contre, on a intérêt à ce que nos pêcheurs continuent à nous livrer, donc on va les payer à un prix qui les permette de vivre. Donc c'est forcément, il y a un accord sur le prix qui permet à chacun de trouver son compte. Euh, voilà, faut aussi, même si on est une marque premium, il faut tenir compte du fait qu'on soit dans un marché ouvert, avec une concurrence parfois étrangère. Sur la sardine, il y a beaucoup, sur le marché français, il y a beaucoup de sardines qui viennent du Maroc. Il faut qu'on reste dans des prix qui restent malgré tout compétitifs, même si on est reconnu comme étant une marque premium et forcément un peu plus cher que ce qu'on peut trouver par ailleurs, notamment en supermarché et venant de l'étranger. Mais on a Comment, besoin de nos pêcheurs, donc il faut qu'ils vivent. comment est-ce que vous assurez la traçabilité de vos produits de la mer jusqu'au consommateur? Bon, alors là, c'est très simple. Au niveau de notre organisation, on a ce qu'on appelle un ERP, qui est un outil de gestion de l'ensemble de l'activité qui va de la commande à l'achat, la gestion des stocks, la fabrication, le traitement des commandes. Et donc, dans cet ERP, on intègre à réception toute une série d'informations relatives au lot de pêche que l'on a acheté, hein. Un lot de pêche, ça peut être 200 kilos de sardines qui sont livrées dans un bac, et on va enregistrer systématiquement le nom du bateau, la date de pêche, la zone de pêche, bon, qui en l'occurrence, on en parlait, c'est l'Atlantique Nord-Est, l'ange de pêche qui est utilisé, la bolinge par exemple, le nom de l'armateur, et toutes ces informations sont disponibles à tout moment et suivent le produit jusqu'au produit fini et jusqu'au consommateur. Voilà. Et dans le cas, par exemple, du thon Germont, il y a quelques années pas mal de polémiques. Alors en ce moment, elles sont sur le mercure, mais il y a quelques années, elles étaient sur les méthodes de pêche avec des ONG qui avaient mis en cause la filière du thon, de ne pas respecter des pratiques durables. Et donc, on a décidé de mettre en place une interface à disposition des consommateurs qui leur permettent, sur notre site internet, en tapant un numéro de lot, d'avoir accès à toute cette traçabilité bateau, hein. Donc là, vous pouvez tester quand vous Oui, voulez. Prenez une c'est boîte, quelque vous tapez chose le numéro de lot. qui, c'est quelque chose qui est. On a eu un petit souci sur notre site internet cet été. On a été piraté. On a perdu toutes les données de notre site internet. Donc, il a été reconstruit depuis et ce point-là n'est pas encore opérationnel. C'est en cours, mais ça fait des années déjà effectivement que le consommateur lit simplement le numéro de lot sur sa boîte, le tape dans la zone dédiée et a toutes les informations de traçabilité jusqu'au nom du bateau, effectivement, pour le thon. Et c'est quelque Bon, chose qui va être mis en place pour les autres poissons, hein, Jean-François. tout à fait, c'est prévu. On va le déployer aussi sur l'ensemble des Voilà. produits commercialisés. On comprend tout à fait qu'il y a une demande légitime des consommateurs pour plus de transparence. Il faut comprendre à un moment donné qu'on ne peut pas tout écrire sur les boîtes qui sont de petits formats. Mais par contre, aujourd'hui, on est quand même dans une phase de digitalisation assez forte des informations. Et donc, l'objectif que l'on se donne, c'est d'être en capacité de communiquer aux consommateurs et en temps réel, hein, via des applications, toutes ces informations. Comment est-ce que vous communiquez sur la pêche responsable vis-à-vis du consommateur? Est-ce que vous communiquez principalement sur le site internet ou est-ce que vous communiquez par d'autres moyens sur essayer de sensibiliser les personnes euh, aux pratiques de Pointe de Pamar? Alors, effectivement, on crée des contenus sur notre site internet. Donc, encore une fois, il y a des choses qui sont en cours de construction. Tout était existant et tout a été perdu. Donc, on communique enfin, beaucoup sur le site internet, effectivement, avec des informations les plus détaillées possibles. On s'enrichit des questions que l'on reçoit de nos consommateurs, que ce soit par téléphone, par courrier, sur les réseaux sociaux. Et
On se sert de toutes ces questions-là pour enrichir les contenus, pour être le plus transparent possible et donner un maximum d'informations les plus précises possibles à nos consommateurs. Chez Pointe de Pinmar, on vend sur notre site internet, mais notre métier d'origine est la vente à distance, vente par correspondance même, parce qu'à distance, on inclut le site internet, mais par correspondance, c'est vraiment notre métier d'origine. C'est une vente traditionnaliste sur catalogue papier. Donc, on a aussi un catalogue qui est édité chaque année avec tous nos produits et sur lequel on vient aussi donner des informations aux consommateurs sur nos produits, sur les méthodes de pêche, etc. Et on fait des renvois sur notre site internet parce que le catalogue reste un document qui n'est pas extrêmement étendu. D'autant plus qu'on essaie, toujours dans un souci environnemental, de vraiment diminuer drastiquement le papier. Donc, on ramène le consommateur sur le site internet. Et puis, on communique également sur ces supports-là, sur les bienfaits nutritionnels de nos produits. Et par l'intermédiaire notamment de Bleu Blanc Cœur, on est adhérent à Bleu Blanc Cœur. Et en fait, on vient communiquer sur nos produits, sur 3 produits en l'occurrence de notre gamme, avec le logo Bleu Blanc Cœur, que nos produits sont riches en oméga 3. Et donc, par leur intermédiaire, par nos réseaux sociaux, bien sûr, par notre support Internet, notre support catalogue, par le biais d'influenceurs, par des sportifs aussi qui viennent parler de nos produits, qui viennent dire que ils ont énormément de bienfaits nutritionnels. Voilà, on essaie de quadriller tous les supports de communication dont on dispose pour informer au maximum et être le plus transparent possible. Tu as parlé d'empreinte environnementale. Quelles mesures est-ce que vous avez pris pour réduire cette empreinte environnementale? Alors, on parle de mesures, voilà, on parle de mesures, et voilà, pour prendre des mesures, il faut faire des mesures. C'est-à-dire qu'il faut savoir justement, quelle est notre empreinte environnementale. Il y a l'empreinte environnementale, il faut faire attention, il y a différents sujets. C'est assez complexe. On pense souvent impact carbone, mais il y a dans nos métiers, j'ai envie de dire, presque la principale préoccupation, c'est celle de l'empreinte au niveau de la biodiversité, dans la mesure où on prélève le poisson dans la mer. Hein. Donc j'ai répondu tout à l'heure sur justement les mesures qu'on a prises en matière de biodiversité pour pouvoir limiter notre impact, qui existe toujours, hein, dans la mesure où on prélève, on a un impact. L'important, c'est de s'assurer qu'il y ait bien un renouvellement de la ressource et qu'on n'ait pas des impacts sur des espèces accessoires. Je pense qu'on y a répondu. Après, en termes de carbone, on a fait un bilan carbone, hein, au niveau de l'activité de transformation et on constate que finalement, le gros de l'impact, il vient pas, non pas du transport, comme souvent les gens ont tendance à le penser. Le transport, que ce soit amont ou aval vers les clients, ne représente que moins de 5% du total. C'est pas marginal, mais ça reste assez faible. Non pas du site de fabrication, qui c'est vrai consomme de l'énergie, notamment pour la stérilisation des conserves, mais vient essentiellement de la pêche et de la consommation de carburant. Hein. Donc ça va être dans le choix des méthodes de pêche, justement, et plutôt les moins consommatrices de carburant. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la sardine et de la pêche à la bolinche, qui était aujourd'hui ce qui se fait de mieux. On a contribué au niveau scientifique à l'enrichissement de la base de données française qui s'appelle Agribalise, qui permet aux sociétés de faire des évaluations de l'impact carbone de leur activité. D'ailleurs, impact carbone et impact environnemental, pas seulement. Et justement, on a des données sur la pêche qui nous permettent de connaître l'impact environnemental des différentes méthodes de pêche et donc de faire des choix éclairés en la matière. Et Et au donc, je redis, niveau, la sardine, c'est ce qui se fait de mieux, et de beaucoup, et notamment par rapport à d'autres espèces animales, que ce soit de la mer ou terrestre. et au niveau des emballages, on pourrait dire que effectivement chaque boîte est un emballage que l'on jette. Est-ce que aujourd'hui c'est la seule solution pour garantir un produit de qualité? Est-ce que vous envisagez d'autres solutions? Est-ce que vous avez déjà testé d'autres solutions?
Alors, oui, vas-y, moi, je peux répondre, Non, vas-y. ben, je voulais simplement, je te laisserai compléter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la boîte de conserve est un contenant qui est recyclé, recyclable à l'infini. Donc, c'est déjà un emballage qui ben, est respectable d'un point de vue environnemental. C'est vrai qu'en stérilisation, on peut stériliser dans des emballages plastiques. Nous, on considère que c'est pas ce que l'on souhaite. Donc, on a aujourd'hui déjà avec la boîte de conserve un emballage, un contenant qui est recyclable à l'infini et donc qui est plutôt vertueux quand même. Voilà, par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est qu'il y a un programme au niveau du pays impulsé par le gouvernement de favoriser et déployer une réutilisation des emballages. Euh, dans le cas de la conserve qui nécessite une stérilisation et puis avec une ouverture qui détruit finalement l'emballage, il n'est pas possible d'envisager une réutilisation. C'est pas possible. D'où la nécessité de recycler, et ce qui est le cas dans le cas des différents emballages, qui sont donc réutilisés Mm. de cette manière. Mais l'emballage en lui-même n'est pas réutilisé comme on pourrait le faire sur le verre. Et alors, par contre, dans le cas du verre, on est en train de regarder avec un fournisseur, justement, sur des soupes, comment permettre justement d'avoir des circuits de réutilisation euh, depuis le consommateur jusqu'à un retour Mm. vers le fabricant. Mais il Voilà, y a c'est toute toute une la chaîne solution du verre. logistique qui doit se mettre en place, donc c'est pas si simple, mais c'est en cours de construction, effectivement. Ouais, effectivement, j'ai interviewé Thomas Lemasle de la marque OE, qui eux font des vins bio et qui réutilisent leurs bouteilles. En fait, ils sont en train de mettre en place tout un système pour récupérer les bouteilles, les remplir et les réutiliser. Donc, Mm. Mm. effectivement, Voilà. Sur le verre, ça va se faire petit à petit par la standardisation des emballages, parce qu'il faut Mm. ça. Le fait qu'ils répondent aussi à des caractéristiques techniques permettant la réutilisation, notamment la résistance à la stérilisation. Et donc on démarre, enfin l'État et les entreprises démarrent plutôt sur des gros formats, que sont les soupes par exemple. Viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui c'est pas prêt, à des produits comme les rillettes. On est sur des petits formats, Point de Mm. Pomard on commercialise, mais pour l'instant il n'y a pas de projet à court terme de permettre leur réutilisation. Mm. très bien. Une question me vient. Quand on utilise forcément des produits frais, surtout le poisson, du coup, il y a un processus de production et bah, les poissons, vous allez les vider. Est-ce que cette matière-là, elle est perdue, entre guillemets, ou vous avez réussi à la réutiliser dans quelque chose? Alors, elle est réutilisée, mais pas par nous. Aujourd'hui, on la commercialise à des sociétés qui vont produire deux types d'aliments, mais destinés aux animaux. Des aliments pour les animaux de compagnie, et puis aussi des farines de poissons, notamment, qui sont destinées à l'élevage. Donc, il y a bien une revalorisation matière. On a déjà réfléchi à d'autres usages. On travaille actuellement sur la possibilité de réintégrer pour partie en alimentation humaine. Après, il faut faire attention au bien maîtriser les processus de stabilisation pour éviter les problèmes sanitaires, hein, puisqu'on a, on a des risques microbiologiques qui peuvent s'appliquer. Et voilà, on a essayé aussi des solutions allant plus vers pas le cosmétique, mais de faire des extractions d'huile de poisson destinées à en faire des aliments santé, en quelque sorte. Parce on a un produit alors ça vaut sur les parties qu'on met dans les boîtes, mais aussi sur ce qu'on appelle des coproduits. On a des matières premières qui sont riches en oméga 3, qui ont des bénéfices nutritionnels qui ne sont plus à démontrer, qui sont variés et qui sont nécessaires à la population. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a rejoint le Bleu Blanc Cœur, dont en parlait Sandra tout à Mm. l'heure. Mm. Et donc, non seulement on peut les valoriser via nos produits, ces bénéfices nutritionnels, mais aussi à travers l'éco-produit et leur utilisation par ailleurs. Au niveau de Je- l'accessibilité. Oui, vas-y, Sandra.
Non, ça me fait penser à une chose, Jean-François, peut-être que tu peux expliquer la notion du Nutri-Score quand on parlait des oméga 3. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne met pas forcément en avant le Nutri-Score parce il n'a pas une lettre forcément favorable sur des produits comme les nôtres, alors que nos produits, oui, sont gras, mais ce sont des bons gras et en fait, il n'y a pas de différenciation qui est faite dans cette codification Nutri-Score. Et c'est quand même quelque chose qui est très regrettable et qui est pas juste en soi. Mais je laisse Jean-François. Yes. Bon, alors il y a un nouvel algorithme qui est en train de sortir qui est un peu plus favorable à nos produits, donc les notes vont sortir meilleures. Mais néanmoins, des produits comme le foie de morue sont très pénalisés, alors qu'on avait conseillé, on se rappelle pendant le Covid, aux personnes de consommer du foie de morue qui était riche en vitamine D et en oméga 3. Donc en fait, le Nutri-Score a un parti pris de considérer, et c'est un peu regrettable, les aspects plutôt négatifs de l'alimentation. Donc les notes sont pénalisées quand on a du sel, du sucre, des acides gras saturés et qu'on est riche en énergie. Et finalement, les éléments bénéfiques pour la santé ne sont pas ou peu pris en compte. On va tenir compte de la richesse en protéines, mais on va tenir compte des fibres, par exemple. Mais le reste, toutes les vitamines et surtout les acides gras insaturés, dont on sait qu'ils sont absolument indispensables à la santé, et particulièrement ceux du poisson, hein, qui sont des longues chaînes, qui ne se trouvent pas dans le domaine végétal, qui sont nécessaires au développement du cerveau et au bon fonctionnement du cerveau, ne sont pas du tout mis en avant. Et ça, c'est vraiment regrettable. On a essayé de militer pour qu'il puisse y avoir des évolutions qui prennent en compte justement les bénéfices des oméga 3, pour lesquels on a un déficit hein, dans l'alimentation des Français, important, qui a des conséquences en termes de santé publique, et malheureusement, ça n'a pas été fait. Bon, alors on Est-ce que peut, vous envisagez d'intégrer peut-être le Planet Score qui développe un peu plus au niveau déjà animal, etc. alors, bon, il y a un travail qui est en cours en France sur l'affichage environnemental, avec une méthodologie qui va être développée par les pouvoirs publics, auquel on contribue, on a participé aux échanges, on a fait des tests. La démarche du Planet Score est une démarche privée portée par d'autres organismes. Donc nous, on suit la démarche portée par le gouvernement. On pense qu'il ne faudra qu'un seul type d'affichage environnemental si on va perdre le consommateur. Et puis dans certains cas, il peut y avoir des partis pris dans les choix qui sont faits au niveau de certains types de scoring. Donc, il faut faire attention. C'est des sujets assez complexes, hein, l'impact environnemental des produits. Déjà, on voit qu'il y a du débat sur le Nutri-Score et sur la façon de calculer l'algorithme, alors que les données entrantes sont assez simples, puisqu'en fait, il s'agit de la déclaration d'ingrédients et de la déclaration nutritionnelle. Dans le cas du Planet Score, ou l'Eco-Score, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc là, on préfère rester dans les pas de ce que mettra en place, dans un premier temps, le gouvernement français, et puis dans un deuxième temps, sans doute, l'Europe. Au niveau de l'accessibilité des produits, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu plus cher que d'autres marques, mais potentiellement une meilleure qualité. Pas Euh, potentiellement, non, pas potentiellement. C'est une meilleure qualité. Oui. du coup, comment est-ce qu'on pourrait répondre aux personnes qui disent, ben moi je peux pas m'offrir ce produit-là? Il faut en acheter moins souvent, mais voilà, ce sont des choix individuels. Voilà. Ce sont des choix, mais c'est vrai que oui, on a cette remarque, bien entendu, hein, sur le prix de nos produits. Et ce qu'on répond, c'est que on fabrique en France, en Bretagne. On a des produits qui nécessitent un savoir-faire et du temps de travail manuel, puisque le travail du poisson se fait à la main, que ce soit les tripages, les viscérages. Chaque poisson est mis dans une grille qui ensuite est mise à frire. Ensuite, le poisson est repris à la main, remis à la boîte un par un dans la boîte, pardon. Les ingrédients sont mis également à la main dans la boîte. Il y a énormément de travail manuel, hein. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent dans les usines. Le parage du poisson, quand il s'agit du thon, est fait à la main. Donc, toutes ces étapes-là manuelles ont un coût, évidemment, ça a un impact très positif sur la qualité du poisson et donc du produit fini.
C'est un choix que l'on fait aujourd'hui, hein, ce travail manuel, cet emboîtage en Bretagne. On a des boîtes vides qui sont fabriquées en France également. On a des ingrédients qui sont dans la mesure du possible. Alors évidemment, l'huile d'olive, on va pas en avoir en France, mais en tout cas, on l'a choisie vierge extra. Elle est contrôlée à chaque réception. On n'achète pas n'importe quelle huile d'olive, donc elle a un coût, bien entendu, pour qu'elle soit de cette qualité premium. Chaque ingrédient est sélectionné. On utilise dans la mesure possible des ingrédients français, et c'est le cas pour quasiment tout, sauf quand ce n'est pas possible, puisqu'il n'y a pas la ressource. On utilise beaucoup d'ingrédients bretons également, que l'on met en valeur hein, dans nos recettes. Donc, tout ça, ce sont des critères qui sont qualitatifs et qui ont un coût qu'on Et assume. il y a une garantie pour le consommateur quand il achète le produit. Il sait qu'il aura un très bon produit et qu'il va trouver ça bon. Vous avez dit en Oui, introduction, et Sandra et moi-même, qu'on aimait les bons produits. Là, on a une vraie garantie. Et c'est quoi l'écart de prix? On parle d'1 euro, 1,50 € par rapport à un produit vendu en supermarché. Le consommateur, parfois, fait des choix quand il achète un téléphone portable entre un téléphone à 200 € et un autre à 600 euros. On n'est pas sur les mêmes échelles. Donc ouais, ouais, on c'est est ça. sur malgré tout des produits qui sont Malgré pas très tout, chers. c'est vrai qu'on a des produits, quand on consomme une boîte de sardines, on est à 3-4 € chez Pointe de Pamart. C'est un plat en fait qui nutritionnellement est complet. Alors il faut l'accompagner d'un peu de salade, d'un peu de pain, d'un peu de pommes de terre, etc. Mais qui sont des ingrédients peu onéreux. Et on a un plat complet où non seulement on se fait du bien nutritionnellement et d'un point de vue santé, et en plus c'est bon, on se fait plaisir. Donc c'est vrai que on a un repas pour 3-4 € et on mange bien. Donc oui, ça reste cher évidemment Par pour comparaison, beaucoup de gens, et par comparaison, peut-être à d'autres offres, mais qui sont beaucoup moins qualitatives. mais c'est ça. On a aujourd'hui un produit premium de qualité. On sait derrière la qualité que l'on a derrière. Et on a les gens qui consomment nos produits nous disent oui, c'est bon. On a extrêmement peu de remarques négatives sur nos produits. On est très fiers de ça. Mais on sait, oui, on est un peu plus cher que les autres. Mais voilà. Est-ce qu'il existe des dilemmes éthiques ou des compromis que vous devez faire entre la durabilité et la rentabilité par moment? Pas véritablement, puisqu'on a adapté notre offre aujourd'hui en fonction de ça. Euh, donc non, par exemple, on s'est dit qu'on n'emboîtait que du thon blanc Germont. Donc on pourrait avoir du thon beaucoup moins cher, mais nous, on a fait ce choix-là parce qu'on considère que c'est un poisson issu de pêche responsable, débarqué en Bretagne, qu'on peut emboîter frais, qui a donc une qualité sur le produit fini qui est importante. Et on ne fait pas le choix d'aller vers un poisson qui pourrait être pas pêché de manière durable, mais moins cher. Donc, on a fait des choix aujourd'hui dans la gamme Pointe de Pamart. Hein, clairement, il y a des produits que l'on a écartés. On a parlé du merlu tout à l'heure. On a écarté aussi des produits à base de saumon, par exemple. On a fait des choix dans notre gamme et qu'on assume. Donc, du coup, on est assez droit pour se dire que non, on ne fait pas de compromis et qu'on est assez éthique dans nos choix, oui. Merci beaucoup pour la transparence. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de la gamme millésimée. On n'en a pas parlé. Quelle est la Oui, différence? Pourquoi elle est là? alors, la sardine millésimée, c'est une sardine, alors, étant donné les critères qualité que l'on a appliqués à notre gamme standard, on a quand même beaucoup de points communs entre nos sardines, on va dire, de tous les jours et nos sardines millésimées. Toutefois, on a parlé de la sardine qui était débarquée sur les côtes de Bretagne pour l'ensemble de nos sardines. Sur la sardine millésimée, on va être vraiment sur de la pêche que locale, donc Douarnenez, Saint-Guénolé, Concarneau éventuellement. On est vraiment dans les ports les plus proches. On est sur une qualité extra, une fraîcheur extra. Bon, ça, c'est vrai pour les autres aussi. Pour les autres, on va être extra ou A. Voilà, il peut y avoir des fois un petit défaut, une écorchure ou quelque chose sur de la sardine. C'est pas du défaut à proprement parler, hein. C'est nous, en tant qu'experts, qui considérons que il peut y avoir un petit critère
différenciants. Donc, sur la sardine millésimée, on ne transige pas et on est vraiment sur le top du top. On a un taux de matière grasse à 8% sur la sardine millésimée quand on est à 7 sur nos autres sardines. Donc, on l'a dit, hein, le taux de matière grasse, il a un impact sur la qualité du produit fini, dans le sens où la sardine va être plus savoureuse quand elle est plus grasse. Elle est aussi plus riche en oméga 3, mais ça se joue à 1%, donc c'est assez anecdotique. Malgré tout, il y a cette petite différence. Après, on est sur un process à l'ancienne dans les deux cas de figure. Donc, les tripages à la main, l'étape de friture qui est importante pour donner une texture bien particulière à la sardine. Parce qu'il y a des sardines qui sont cuites à la vapeur. Donc, nous, chez Pointe de Permar, ça n'existe pas. On n'est que sur la sardine frite qui correspond au process à l'ancienne. L'emboîtage manuel dont j'ai parlé également, mais ça c'est vrai sur toutes nos sardines, y compris les millésimées. Après, sur la millésimée, il va aussi y avoir un critère important qui est la garde de 4 mois dans nos entrepôts pour faire vieillir le produit et faire en sorte que la sardine commence à confire dans son huile d'olive avant d'être commercialisée. Sur nos sardines à l'ancienne standard, on attend 45 jours avant de les vendre parce qu'on considère qu'il faut quand même un petit temps pour que la sardine s'imprègne de son huile et qu'il y ait un goût qui soit optimal. Pour la sardine de garde, donc sardine millésimée, on la garde 4 mois. Donc quand elle est commercialisée, elle a vraiment commencé à maturer beaucoup, beaucoup plus. Toutefois, c'est très souvent une sardine cadeau, on va dire. Donc, c'est pas forcément une sardine que les gens consomment toujours. C'est aussi pour ça qu'on décore nos boîtes de manière différente. Chaque année, elles sont fabriquées en édition limitée. Donc, on a une année comme les vins, hein, une année 2023, 2024, 2025. Et chaque année, on a un décor différent. Chez Pointe de Permar, on a fait le choix de mettre en avant un artiste breton pour bien recouper, finir la boucle, on va dire, sur la notion de Bretagne. Donc, c'est un artiste breton qu'on met en avant. En l'occurrence, on a 3 boîtes millésimées, nous, chaque année, maintenant, chez Pointe de Permar, puisque c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément. Les gens sont à la recherche, hein, il y a des collectionneurs, et les gens aiment beaucoup offrir les sardines millésimées. C'est à la fois un souvenir, c'est un cadeau utile parce qu'il se mange aussi. C'est un joli objet à offrir pour ceux qui veulent le garder, le mettre en déco. Donc, ça a beaucoup d'atouts, autant pour celui qui veut le manger que celui qui veut le garder. Et on a aussi une petite différence, c'est que sur ces sardines-là, on a décidé d'avoir ce qu'on appelle une DDM, donc date de durabilité minimale, un petit peu plus longue que sur nos autres, justement pour ce côté collection et de se dire, ben, on garde la sardine un peu plus longtemps, plus on la garde, plus elle se confie. Mais nous, on a établi à 8 ans hein, la date maximale parce que pour avoir fait des dégustations au-delà de ces 8 ans, la sardine commence à se décomposer un petit peu dans la boîte quand même. L'huile a attaqué, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, attaquer, mais ouais, la sardine commence à se décomposer un petit peu. Donc, du coup, ça reste bon. Mais nous, on a considéré que d'un point de vue texture de la sardine, au-delà de 8 ans, c'était un peu moins bien. Donc, on a mis 8 ans sur nos sardines millésimées. Voilà, quand on a 5 ans sur les autres en général. Même si ça reste une date de durabilité minimale, hein, c'est pas une DLC. Donc, si on consomme une sardine après ces 5 ans, elle aura confit encore plus et elle sera très très bonne aussi. Mais c'est vrai que sur la millésime, on a mis ces 8 ans. Donc voilà, il y a des petites différences entre les produits et nos sardines millésimées sont fabriquées en édition limitée. Donc chaque année, on les fabrique et l'année suivante, la boîte sera différente et elle aura un millésime de l'année en cours et on ne reproduit pas 2 fois dans l'année un millésime, quoi. Donc nous, chez Pointe de Permar, on a 3 boîtes différentes avec des décors différents par année. D'accord, très bien. On Voilà. arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Il reste 2 questions. Pour vous, c'est quoi bien manger? Sandra, vas-y, je te laisse d'abord répondre. Alors pour moi, bien manger, c'est avant tout se faire plaisir avec des bons produits. Ça, c'est vraiment un critère important. C'est le goût et c'est aussi bien sûr la qualité des matières premières. On l'a expliqué depuis le début, hein, quand on a une bonne matière première qualifiée dès le départ, on a un bon produit au final. Et après, il y a la cuisine que l'on met autour. Donc chez Pointe de Permar,
on aime l'audace, on aime être authentique, mais être moderne aussi. Donc, utiliser des ingrédients que l'on n'attendait pas forcément associés à nos produits. On aime susciter la curiosité, donner l'envie. Donc, on a des recettes qui sont originales. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc, au marketing, je participe au développement des produits. Et quand on travaille avec le cuisinier, avec le service R&D, on a cette volonté vraiment du goût qui est important pour sublimer vraiment cette matière première que l'on a choisie, que l'on a choyée, et puis mettre en avant le travail des marins, puisque ils ont un travail qui est difficile. Donc, c'est important que eux aussi, quand ils mangent une boîte de sardines, ils se disent waouh, je suis content de pêcher du bon poisson et qu'il se termine comme ça dans une boîte avec des bons ingrédients et qu'on en fait un produit aussi bon. Donc, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et puis après, c'est de manger équilibré, tout simplement, pour se faire du bien d'un point de vue santé. Ça, c'est un deuxième critère, bien sûr. Ne pas manger trop gras ou du bon gras, on en a parlé. Voilà, je préfère ne pas manger, choisir mes ingrédients et mes produits. Quand le produit est un petit peu élaboré, ben, c'est des listes d'ingrédients simples avec des ingrédients que l'on connaît, pas des choses où on se dit c'est quoi je ne connais pas et ça me fait peur. Donc ça c'est aussi quelque chose que l'on travaille beaucoup chez Pointe de Pamar, c'est la notion de clean label. On n'en a pas parlé, mais des recettes simples, des ingrédients que l'on sait tracer, qui ne sont pas modifiés chimiquement, des ingrédients simples. Et tout ça font des bons produits et pour se faire plaisir. Donc pour moi ça c'est vraiment la clé d'entrée, c'est le plaisir, ouais. Mm. Et pour toi, Jean-François? Bon, ça va pas être très différent, hein. C'est forcément des bonnes matières premières, des bons ingrédients à la base, de la variété, à la fois parce qu'il y a énormément de produits bons qui existent, hein. Il n'y a pas que le poisson, mais y compris dans les végétaux et dans les viandes. De la diversité, de la variété parce que c'est bon aussi pour d'un point de vue nutritionnel, c'est il faut manger varié pour plein de raisons. Donc c'est ce que recommandent les nutritionnistes et ce que sans doute beaucoup ne font pas assez. La diversité est essentielle et de la diversité de mélange, d'origine, les goûts un peu atypiques, la cuisine du monde. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir et ce qui est intéressant chez Pointe de Pamar, c'est qu'on a la possibilité, contrairement à des grandes marques qu'on va trouver en supermarché, c'est de travailler sur des recettes un peu originales et d'oser des mélanges avec des épices ou des aromatisations particulières, originales, des recettes avec du gingembre, des oranges confites, c'est des choses qu'on va pas oser faire en grande distribution parce que finalement, ça reste des produits de niche, mais on sait que nos consommateurs sont intéressés justement à cette variété qu'on peut avoir dans les recettes avec des goûts originaux. Donc, je reste curieux dans l'alimentation et toujours moi aller aussi à l'écoute de nouveaux goûts. Eh ben, du coup, est-ce que vous avez un petit plaisir alimentaire, une collation, un snack favori, ou ça peut être aussi un plat ou un simple aliment? Euh, Moi, j'aime beaucoup les huîtres. J'ai tout, ouais, toutes les semaines, une fois au ma bourriche. Ouais, moi j'avoue que c'est pareil, tous les dimanches midi, on mange des huîtres à la maison. Ça, c'est quelque chose de précieux depuis que je suis toute petite d'ailleurs. Et c'est vraiment un plaisir d'en manger. Et puis après, moi j'ai aussi... alors c'est quelque chose qui a quand même évolué dans le temps puisque je mangeais plus sucré quand j'étais plus jeune. Et je me rends compte que vraiment quand on enlève le sucre, après c'est impossible d'y revenir. Donc... aujourd'hui, j'adore le chocolat noir. Je serais incapable de remanger du chocolat au lait que j'ai consommé avant. Et dès que je descends en pourcentage de cacao, je me rends compte tout de suite. Et vraiment, la notion de sucre, je l'ai vraiment enlevée de mon alimentation le plus possible. Ça se fait naturellement, hein, puisque vraiment, il y a une espèce de rejet quand je remange quelque chose de trop sucré. Et donc, ouais, le chocolat noir, c'est aussi le petit plus. Bon, pas en même temps que l'huître, mais et puis les algues aussi, c'est vraiment quelque chose que je découvre de plus en plus et que j'apprécie énormément. Et j'en mets vraiment de plus en plus au quotidien. Il y a beaucoup de vertus, plein de saveurs et ça, c'est quelque chose que je découvre et que j'apprécie vraiment beaucoup et qu'on met en œuvre dans les recettes Pointe de Pamar de plus en plus et ça va perdurer parce que il y a beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée à l'algue aussi. Mm.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes vos explications sur cette pêche durable. J'espère que les auditeurs auront appris beaucoup de choses. Si on veut un petit peu plus de Pointe de Pin-Mare, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, il y a notre site internet, pointedepermar.com. Et puis, nous avons des boutiques, mais sur la côte bretonne, donc tout le monde n'y a pas accès, sont à l'enseigne La Maison de la Sardine, où on retrouve toute notre gamme. Et puis, nous avons des revendeurs, tout un réseau de revendeurs sur l'ensemble de la France. Donc, des épiceries fines, on n'est pas du tout revendu en supermarché, en grande surface. On est uniquement en épicerie fine, magasins de produits régionaux, poissonnerie, des caves, et puis dans un réseau de jardinerie également, puisqu'ils ont développé pour certaines enseignes des rayons terroirs. Donc, on est présent également dans ce réseau-là. Voilà. Mais c'est vrai que pour avoir toute notre gamme et le plus accessible, c'est vraiment notre site internet où tout est disponible. Très bien, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à une prochaine. Merci aussi. Merci, Bonne journée. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.